Bonsoir. Eh ben, on va débuter avec ceux qui ont réussi à braver les intempéries. Hop. Un petit mot pour introduire le congrès. Donc, bienvenue au Centre des congrès d'Aix-les-Bains pour une nouvelle édition des Incontournables en cancérologie. Merci d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici ce soir. Alors, cette année, pour les habitués, vous avez constaté que le format est un petit peu différent. On a essayé de faire bouger un petit peu les lignes avec, pour commencer, une session qui se veut très pluridisciplinaire, j'allais dire, en guise d'amuse-bouche. Et puis ensuite, vous aurez deux sessions distinctes. Donc, une plénière médicale qui se déroulera ici. Et une autre session plus transversale, qui s'adresse à tout le monde, mais plus particulièrement aux paramédicaux, donc qui se déroule au 3e étage. Donc je vous ferai signe pour monter et aller rejoindre la salle en question. On souhaite qu'avec cette nouvelle formule, voilà, chacun trouve un contenu de qualité et qui est très, très adapté à ses connaissances et à ses attentes. Alors, je voudrais commencer les remerciements donc par les équipes des différents 3C des Savoies, notamment nos coordinatrices qui font un grand travail tout au long de l'année pour que le congrès se tienne. Donc, un grand merci à elles. Merci bien sûr à l'ensemble des orateurs et des modérateurs des différentes sessions qui nous permettent d'être à la page dans cette discipline très, très mouvante qu'est la cancérologie. Et merci au personnel du Centre des congrès et bien sûr à nos soutiens de l'industrie pharmaceutique qui nous permettent de financer cette soirée. Et bien sûr, merci à tous les participants. On a toujours des personnes qui viennent d'horizons et de lieux très différents. C'est ce qui fait vraiment la richesse de cette soirée et des incontournables. Donc, merci de venir, de revenir. Voilà, je vous souhaite un très bon congrès à tous. On va commencer par la plénière pluridisciplinaire. Et donc, j'invite Olivier Berthelet à introduire cette session. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. On va débuter la session pluridisciplinaire qui va durer 1 heure. Je crois que les remerciements, je les fais aussi, mais ça a déjà été bien fait par le docteur Bataille. Et donc, la session pluridisciplinaire, cette année, on a décidé d'axer un peu sur l'oncogénétique avec l'expérience par le professeur Piola de la chirurgie pédiatrique et puis le docteur Legrand en
oncogénéticienne à Grenoble, qui va nous expliquer un peu le circuit des patients en oncogénétique sur la région de l'arc alpin, c'est-à-dire l'Isère et les Deux-Savoies. Je ne vais pas prendre plus de temps et je leur passe la parole au docteur Legrand en premier. Bonsoir. Alors, du coup, je vais vous présenter donc l'organisation du circuit de l'oncogénétique dans l'arc alpin. Tout d'abord, pour vous situer le contexte, donc, vous savez probablement que 5 à 10% des cancers sont d'origine génétique. Et à ce jour, plus de 80 gènes de prédisposition ont été identifiés. Alors, que signifie prédisposition au cancer? C'est un risque plus important au cours de sa vie, mais pas de 100%, de présenter un ou plusieurs cancers appartenant à un même spectre. Et ce risque, il peut se transmettre de génération en génération. Alors, le syndrome qui est le plus largement connu, c'est les prédispositions au cancer sein-ovaire, en lien avec les gènes BRCA, qui ont été largement médiatisés par l'actrice Angelina Jolie, mais on décrit de multiples autres prédispositions au cancer colorectal, au cancer rénal, au mélanome, aux néoplasies endocriniennes multiples et au cancer de l'enfant également, sur lesquels on va plus s'attarder ce soir. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, dans les années 2000, l'Institut national du cancer a mis en place le dispositif national d'oncogénétique afin d'identifier ces patients porteurs d'une prédisposition génétique à certains cancers. Lorsqu'une mutation est identifiée, on peut ensuite recevoir leurs apparentés, les enfants, la fratrie, les parents, pour déterminer s'ils sont porteurs ou non de cette mutation familiale. La consultation d'oncogénétique sert aussi à préciser les recommandations de surveillance. Et on peut également, chez les personnes à très haut risque génétique, proposer un programme de suivi qui s'appelle, sur la région Rhône-Alpes, le programme Généra. Donc, à l'échelle nationale, il y a une centaine de consultations d'oncogénétique qui sont disponibles. On va zoomer un peu plus sur l'arc alpin. Donc, il y a 2 sites de consultation principaux, Grenoble et Chambéry. Donc sur Grenoble, je consulte avec le docteur Hélène Dreyfus. Sur Chambéry, il y a docteur Sandra Fertferrer et Olivier Berthelet. Et puis sur Annecy, il y a le docteur Juana Pop qui fait les consultations pour les prédispositions au cancer sein-ovaire uniquement. Et je fais aussi des consultations sur Thonon-les-Bains. On travaille avec des conseillers en génétique qui sont essentiels pour faire tourner nos consultations, et aussi des secrétaires psychologues attachés de recherche clinique. Concernant l'indication des consultations, les 2/3 de notre activité sont dédiés aux consultations sein-ovaire. On a un peu moins d'1 quart de nos consultations qui concernent les prédispositions au cancer digestif, et puis une toute petite partie avec tout le reste, et les tumeurs pédiatriques sont une petite partie de notre activité, et je remercie le conseil scientifique de nous permettre d'en parler un peu plus ce soir. Alors, en pratique, qui va indiquer une consultation d'oncogénétique? C'est majoritairement les oncologues ou les médecins spécialistes d'organes, les gynécologues, gastro-entérologues, dermatologues, urologues, entre autres. Pour chaque cancer, il y a des critères précis pour indiquer ou non une consultation d'oncogénétique. Il y a des critères à chaque fois personnels et des critères familiaux. Je prends l'exemple des prédispositions au cancer sein-ovaire. Les critères personnels, c'est par exemple toute personne qui a un cancer du sein avant l'âge de 36 ans ou toute personne qui a un cancer du sein triple négatif avant l'âge de 60 ans doit être adressée en consultation d'oncogénétique. Les critères familiaux sont parfois un petit peu plus difficiles à appréhender, et il y a une indication à partir d'un certain nombre de cas survenus avant un certain âge en général. Comment se passe une consultation d'oncogénétique? Donc, en amont de la consultation, le patient a un travail à effectuer qui consiste à colliger tous les antécédents familiaux de cancer dans sa famille, les âges de survenue de ces cancers et l'histologie dans la mesure du possible. Cela va nous permettre de dresser l'arbre généalogique et ainsi d'indiquer ou non un test génétique. Il faut savoir que dans une famille, tous les patients ne sont pas forcément testés. Donc si un test génétique est retenu, on va procéder à la signature du consentement, qui est obligatoire pour toute analyse de génétique constitutionnelle. Ensuite, donc, le prélèvement sanguin est réalisé, il est envoyé dans un laboratoire référent,
Et aujourd'hui, les techniques de séquençage au débit nous permettent d'analyser plusieurs gènes en même temps. On parle de panel de gènes. Et pour une analyse initiale, on obtient les résultats en 6 mois à peu près. Et on va ensuite procéder à la consultation de rendu des résultats, quel que soit le résultat. Donc, si on identifie une mutation chez le patient, eh bien, on va mettre en place la surveillance de type très haut risque, qu'elle soit clinique, radiologique, biologique. Et on va aussi discuter d'éventuelles mesures de chirurgie préventive. Et puis, on va aussi expliquer au patient qu'il doit transmettre cette information à sa famille et que ses apparentés peuvent à leur tour aller en consultation d'oncogénétique pour connaître leur statut génétique. En l'absence de mutation, le patient poursuivra sa surveillance carcinologique, mais par contre, voilà, on est quand même amené parfois à préciser les recommandations de surveillance pour la famille, selon les antécédents familiaux. Et puis c'est toujours important, dans certains cas, de revoir le patient à distance, 5 ans, 10 ans plus tard, puisque les techniques et les connaissances évoluent et on est parfois amené à compléter les analyses. Je vais maintenant laisser la parole au professeur Piola pour les 2 applications en oncogénétique pédiatrique. On a choisi de vous présenter la situation d'un enfant lui-même atteint d'un cancer pour parler donc du syndrome de Li-Fraumeni ou les prédispositions au cancer liées au gène TP53. Et le second cas sera celui d'un enfant en bonne santé dont l'un des parents est porteur d'une mutation et on parlera des prédispositions aux polyposes digestives. Merci, bonsoir. Le premier dossier concerne la petite Lucie, 14 mois, adressée pour un syndrome de puberté précoce par son pédiatre. Vous voyez qu'elle a à la fois, elle combine des signes de virilisation, une accélération de la vitesse de croissance, une avancée de l'arc osseux. Vous avez les courbes qui témoignent du fait qu'elle était déjà plus d'EDS. Et puis l'échographie abdominale faite dans ce contexte retrouve une tumeur surrénalienne droite. On a donc un point d'appel, 65 mm de diamètre, une assez volumineuse tumeur tissulaire. On suspecte donc rapidement dans ce contexte une tumeur cortico-surrénalienne sécrétante et virilisante. La biologie va confirmer le très probable diagnostic de tumeur cortico-surrénalienne sécrétante avec l'élévation des androgènes sanguins. Vous voyez ici une image d'échographie qui retrouve cette lésion surrénalienne arrondie, une image IRM qui retrouve sur une vue frontale une masse qui surplombe le rein droit et qui le déforme un peu, une masse bien limitée. Elle fixe au PET scan. Il n'y a pas d'autre zone de fixation. On en reste donc à une tumeur cortico-surrénalienne sécrétante localisée, non métastatique. Ce que doit savoir le chirurgien avant d'opérer ses enfants, c'est d'une part que ces tumeurs sont très rares, mais ça, il le sait, elles sont très rares, 1% des tumeurs surrénaliennes. Elles frappent surtout le plus jeune enfant, donc 0 à 5 ans. Par la suite, je crois que la tranche d'âge se décale plutôt sur celle d'après 40 ans. Il doit savoir aussi que la plupart de ces tumeurs cortico-surrénaliennes surviennent dans le cadre de syndrome de prédisposition dont Clémentine Legrand nous a parlé. Et enfin, il doit y penser à chaque fois qu'il a une tumeur surrénalienne qui associe une virilisation ou bien qui ne fixe pas en scintigraphie MIBG, qui ne sécrète pas des catécholamines urinaires, c'est-à-dire une tumeur qui n'évoque pas le neuroblastome qui va de loin, sur cette tranche d'âge, être prioritairement évoqué chez l'enfant. Les recommandations chirurgicales sont assez claires, elles évoluent, elles sont remises à jour bien sûr, mais on dispose de recommandations précises. Il faut tout faire pour ne pas faire de biopsie lorsqu'on suspecte un corticosurrénalome. Si on doit en faire une, lorsque notamment on n'évoque pas d'emblée le diagnostic, il faut la faire par voie radioguidée bien sûr, et non par voie chirurgicale. Il y a un risque de dissémination qui est très élevé. L'autre précaution, c'est de débuter une corticothérapie souvent la veille de l'intervention substitutive. Et puis enfin, le chirurgien doit savoir que l'exérèse doit être large, monobloc, extensive. On attend de nous du R0, donc il faut vraiment que les marges soient microscopiquement saines, et évidemment sans rupture tumorale, puisque là, ça ferait passer l'enfant directement au stade 3. Donc essentiellement une laparotomie, et puis on sait qu'il faut congeler, prévoir oragène. Chez cette petite Lucie, vous voyez, elle a été préparée de la veille avec sa corticothérapie substitutive, elle a été opérée par laparotomie, comme c'est recommandé. La célioscopie, la chirurgie robotique n'est pas recommandée, en tout cas en première intention. Si on légende, vous voyez sur cette vue opératoire, la veine cave inférieure, le foie, le rein, et puis cette volumineuse tumeur qui surplombe le rein et qui occupe toute la loge surrénalienne. La chirurgie se fait sans difficulté bien particulière avec un contrôle vasculaire. Il est nécessaire
de se rapprocher un peu de la veine cave inférieure pour être en zone saine, et puis également de faire une petite néphrectomie polaire supérieure, là aussi pour être en zone saine, là encore parce qu'on attend de nous un R0. L'évolution est rapidement favorable chez cette petite fille. L'ANAPAT confirme le diagnostic de tumeur cortico-surrénalienne maligne sur les données histologiques. L'exérèse est complète. La suite. Elle a bien évolué, rassurez-vous. Donc là, je vous ai mis tous les critères, à la fois personnels et familiaux, qui justifient une analyse du gène TP53 et donc l'adressage à une consultation oncogénétique. Et effectivement, le corticocérénalome en fait partie, puisqu'il faut savoir que dans 60% des cas, on identifiera une mutation de ce gène dans cette situation. Donc Lucie a bien été vue en consultation oncogénétique. Sur l'arbre, vous voyez qu'il n'y a strictement aucun antécédent dans sa famille, ni paternel ni maternel. Donc on a retenu l'indication de l'analyse, les explications ont été données aux parents, on a signé le consentement éclairé et le prélèvement sanguin a été réalisé. 6 mois plus tard, on revoit Lucie et ses parents en consultation pour effectivement confirmer que Lucie est porteuse d'une mutation du gène TP53. Cette mutation, elle est de novo, ça veut dire que dans un second temps, on a testé ses parents qui n'en sont pas porteurs. Donc cette mutation, elle est survenue au moment de la fécondation. Donc Lucie présente un risque de cancer élevé tout au long de sa vie, en particulier un risque de cancer du sein préménopausique, un risque de sarcome, de tumeur cérébrale, entre autres. Une surveillance de type très haut risque est donc justifiée chez elle à vie, comprenant des IRM corps entier, IRM cérébral annuel, des échographies abdominales, des dosages des stéroïdes urinaires, une IRM mammaire annuelle qu'on commencera à partir de l'âge de 20 ans. Les personnes porteuses d'une mutation TP53 sont particulièrement fragiles aux radiations ionisantes. On évitera du coup de réaliser des scanners si on a une autre solution, donc on privilégie les IRM chez eux. Et puis, au début de l'âge adulte, on peut discuter aussi d'une mastectomie préventive. Et puis Lucie, quand elle sera un peu plus grande, on pourra aussi discuter avec elle du conseil génétique pour sa descendance. J'en parlerai en fin de topo. Alors, le deuxième cas dont on souhaitait vous parler, c'est Mathilde, qui a 12 ans, qui est en bonne santé, et elle consulte en oncogénétique puisque chez son père a été diagnostiqué un cancer rectal associé à une polypose colique profuse. Donc la polypose, c'est l'ensemble, c'est ces centaines de petits polypes que vous voyez sur cette image de coloscopie. Et la résection est impossible. Et ces polypes sont à très haut risque de se transformer en quelques années en cancer. Et les gastro-entérologues le savent bien, devant toute polypose digestive, un test génétique doit être réalisé. Et en l'occurrence, chez son père, une mutation du gène APC a été identifiée. Il faut savoir que les personnes porteuses d'une mutation APC ont un risque de 50% de transmettre cette mutation à chaque grossesse. Mathilde et son frère ont donc un risque sur 2 d'en être porteurs. On propose donc de réaliser un test génétique ciblé chez eux. Alors la particularité, c'est qu'il faut savoir que les tests génétiques sont interdits chez les mineurs asymptomatiques en France, sauf s'il y a un bénéfice individuel immédiat, et c'est le cas pour les mutations APC, puisque, en l'occurrence, la surveillance, si l'enfant s'avère porteur de la mutation, commence à l'âge de 12 ans. Donc Mathilde rentre dans un parcours de diagnostic génétique présymptomatique chez les mineurs. C'est un parcours très formalisé, avec 4 temps de consultation, je ne les détaille pas, mais voilà, qui aboutira à accompagner l'enfant à chaque étape de ce processus de test génétique, et on lui rendra son résultat voilà, toujours avec un psychologue en parallèle. Donc les résultats, cette fois-ci, c'est 2 mois et non 6 mois pour les tests ciblés, et il s'avère que Mathilde est effectivement porteuse de la mutation APC présente chez son père. On met donc en place la surveillance qui consiste, donc, dès l'âge de 12 ans, à faire des coloscopies et des gastroscopies tous les 2 ans. Alors Mathilde avait un contexte très particulier, puisque comme vous l'avez vu, son père est décédé à 39 ans d'un cancer rectal inextirpable dans d'assez mauvaises conditions, en tout cas qui l'ont beaucoup marqué, et ça va influencer la suite de l'histoire. Donc elle a à 14 ans une endoscopie au T-basse qui montre l'importante dissémination des polypes, dont certains sont déjà en dysplasie légère au niveau colique.
Les recommandations, alors si on va dans le détail, ça n'est pas très clair, mais bon, globalement, on recommande une colectomie totale autour de l'âge de 20 ans, avec des modalités qui peuvent un peu différer en fonction des techniques chirurgicales. Garder ou non le rectum. Mathilde, du coup, a dû réfléchir. Elle avait 14 ans, elle a été fortement impactée par le décès de son père, sa mère également, et on lui a exposé les différents choix qui s'offraient à elle. Attendre 20 ans pour être opéré ou bien se faire opérer plus tôt, y compris très tôt, à 14-15 ans. C'est le choix qu'elle a fait, de se faire opérer tôt, probablement parce qu'elle était marquée par ce qui était survenu chez son père, et donc elle ne voulait pas prendre le risque d'avoir une maladie très évolutive, voire incurable. Elle a choisi plutôt une chirurgie prophylactique précoce. Elle voulait être hospitalisée en pédiatrie, pas en milieu adulte, pour ne pas, là encore, replonger dans les soucis qu'elle avait connus avec son père. Et puis elle s'est orientée, après qu'on lui exposait les différentes techniques chirurgicales, vers une coloprotectomie totale, c'est-à-dire avec une résection du rectum, un réservoir en J et une anastomose iléoanale. Elle aurait pu faire le choix de garder le rectum, mais là aussi, l'antécédent paternel a joué son rôle puisque son père était décédé d'un cancer rectal. Je passe sur les détails, c'est une chirurgie un peu lourde qui maintenant est un peu moins lourde dans la mesure où elle peut être faite en chirurgie mini-invasive par célioscopie, du moins tout le temps de colectomie totale et de début de protectomie. Puis ensuite, comme vous le voyez, la dernière anse grêle est formatée en J. Ce sera le futur réservoir, et ce réservoir va être ensuite abaissé au niveau de l'anus pour créer l'anastomose iléoanale. Généralement, il est recommandé de faire une mucosectomie du rectum. C'est la photo en bas à gauche que vous voyez. Donc la muqueuse rectale est retirée de façon à laisser le moins de muqueuse possible à risque de dégénérer. Les suites sont simples. Immédiatement, par la suite, elle a une complication assez classique qui est la sténose de l'anastomose iléoanale, qui mérite des dilatations dans un premier temps, plusieurs. Et puis finalement, dans la mesure où cette sténose était un peu résistante à ces dilatations, eh bien une plastie de l'anastomose qui va régler définitivement le problème 15 mois après son intervention. On l'a suivie jusqu'à 18 ans en milieu pédiatrique. Par la suite, elle a été perdue de vue, en tout cas de notre institution. Très probablement, d'après ce que l'on sait, suivie en gastro-adulte, en établissement libéral. Donc pour ce que l'on sait, elle reste suivie jusqu'à maintenant 25 ans, comme va vous l'expliquer Clémentine. Donc à l'âge adulte, la surveillance des patients porteurs d'une mutation APC consiste à faire une surveillance digestive haute tous les 4 ans, une surveillance du rectum ou du réservoir tous les 1 à 2 ans. Et puis il y a aussi un petit cerise de cancer de la thyroïde ou de tumeur desmoïde, donc ils ont une surveillance clinique à ce niveau-là. Et puis bien sûr, elle est en âge d'avoir éventuellement, si elle le souhaite, un conseil génétique pour cette descendance. On en parlera en fin de topo. Tout d'abord, je voulais vous parler du programme Généra. Donc, toutes les personnes à très haut risque génétique peuvent bénéficier de ce programme, qui est un programme donc régional, mais il en existe dans toutes les régions en France. Sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, il existe depuis 2016. Les différentes étapes sont qu'on inclut, suite au diagnostic génétique, cette personne, et on élabore son plan personnalisé de suivi, PPS, qui résume tous les examens que le patient doit réaliser avec l'âge de début de surveillance, la périodicité et, si on en dispose, la date précise de réalisation de l'examen. Ce PPS est transmis aux patients et à ses médecins en charge du suivi. On envoie des rappels aux patients avant chaque examen. Et puis, bien sûr, ce PPS est mis à jour s'il y a des nouvelles recommandations qui sortent. Aujourd'hui, ça existe pour 5 prédispositions, mais on a l'objectif de l'étendre à d'autres prédispositions. Alors, concernant leur descendance, donc comme je le disais tout à l'heure, la plupart des personnes porteuses d'une prédisposition au cancer ont 50% de risque de transmettre la mutation à chaque grossesse. Et si on ne souhaite pas transmettre cette mutation, eh bien, il y a deux possibilités, soit celui de diagnostic prénatal ou celui d'un diagnostic préimplantatoire. Donc, le diagnostic prénatal consiste à connaître le statut génétique du fœtus avant la naissance. Donc, il y a une amniosynthèse qui est réalisée, donc en général suite à une grossesse spontanée.
Et on récupère des cellules du fœtus, on les analyse et on peut déterminer si l'enfant est porteur ou non porteur de la mutation. Et dans ces cas-là, le couple, si l'enfant est porteur de la mutation, pourra demander une interruption médicale de grossesse. Le diagnostic préimplantatoire, quant à lui, consiste à sélectionner des embryons indemnes de la mutation avant implantation. Donc ça se fait toujours à l'issue d'un parcours lourd de procréation médicalement assistée, avec ponction ovocitaire, recueil de sperme et fécondation in vitro avec une technique particulière qui consiste à injecter un spermatozoïde directement dans l'ovocyte. À l'issue, on obtient des embryons et au 3e jour, ces embryons seront biopsiés. On va prélever une cellule de chaque embryon pour la tester et on peut ainsi déterminer si l'embryon est porteur ou non porteur de la mutation familiale et on ne réimplantera in utero que 1 à 2 embryons indemnes de la mutation. Alors, il faut savoir qu'il y a des aspects réglementaires très précis. Pour ce DPN-DPI, il faut que l'enfant présente une forte probabilité qu'il soit atteint d'une affection d'une particulière gravité réputée comme incurable au moment du diagnostic. Donc la loi ne précise pas de manière... c'est pas très précis les indications, donc c'est laissé à la libre appréciation de chaque centre. Donc chaque examen est examiné dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les indications du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire ne sont pas dissociables, c'est-à-dire si on autorise un DPI, on autorise de fait un DPN. Alors aujourd'hui, pour les 2 situations qu'on vous a présentées ce soir, les indications de DPN, DPI sont relativement validées et consensuelles. On a de plus en plus de demandes pour les prédispositions au cancer du sein et de l'ovaire, par exemple. Et aujourd'hui, voilà, ça pose beaucoup de questionnements éthiques au niveau national. Donc la dernière diapositive, en pratique, comment solliciter une consultation d'oncogénétique? Donc dans la plupart des cas, on insiste pour que ça soit une démarche personnelle. C'est-à-dire que c'est au patient de prendre directement rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune obligation à connaître son statut génétique ou pas. C'est vraiment un souhait personnel. De plus en plus se développent les démarches théranostiques et en général, là, c'est les oncologues qui nous contactent directement lorsqu'ils ont besoin d'avoir le statut génétique de leurs patients pour prescrire des thérapies ciblées. Donc, je vous mets les coordonnées de la consultation d'oncogénétique de Grenoble et de Chambéry. Et sur Grenoble, on a développé il y a à peu près 1 mois une offre de téléexpertise via la plateforme Mon Cisra. Et là, c'est pour tous les avis donc extérieurs au CHU de Grenoble sur une question, une demande d'indication de consultation ou de modalité de surveillance d'un patient. Et voilà, vous pouvez tout à fait nous solliciter par ce biais-là. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Comme tu as été ponctuel, vous avez été ponctuel, on a le temps pour quelques questions. Pas de questions particulières sur ce sujet pointu. Moi, j'avais quand même une question, Clémentine, pour toi. C'est parce que tu l'as mis en grisé, mais actuellement, c'est quand même notre souci premier. Et puis, s'il y a des oncologues dans la salle, c'est cette augmentation d'indication des thérapies ciblées et de la démarche pour le thérapeutique. Est-ce que toi, à Grenoble ou dans ce que tu gères en oncogénétique, est-ce que les oncologues font beaucoup de demandes directement de somatique sur la tumeur ou est-ce que c'est toi qui vois tous les patients? Comment tu t'organises? Alors, je ne vois pas tous les patients. On est parti du principe que les oncologues nous adressaient en urgence, dans le cadre d'une démarche thérapeutique, les patients pour qui de toute façon il y avait une indication de consultation d'oncogénétique, donc avec des critères personnels ou familiaux de test. Ouais. Et cela, on va accélérer le processus. Et puis, tous les patients où il n'y a a priori pas d'indication à une analyse génétique constitutionnelle, pour cela, ils vont faire du tumoral en priorité. Et on ne reverra les patients que si une mutation tumorale est identifiée. Ok, bon, je voulais savoir si, parce que j'essaye
Mais ça nécessite de prendre le temps de communiquer voilà, ça prend beaucoup dans les de temps différents et centres. Ouais. c'est pas facile voilà, d'expliquer qu'il faut d'abord faire le somatique quand il n'y a pas d'indication de consultation d'oncogénétique. Alors pourquoi on ne souhaite pas voir tous les patients? Parce qu'effectivement, quand il n'y a pas d'indication de critères personnels ou familiaux de faire un test génétique, c'est qu'en général, la probabilité de trouver une mutation elle est extrêmement faible. Et donc finalement, le tumoral répond déjà, en tout cas en très grande partie, à la question. Ok, merci. Il n'y a pas de questions en salle. En tout cas, merci à tous les deux pour ces présentations très claires qui illustrent bien tout le parcours des enfants au niveau de l'oncogénétique. Moi, je me posais la question en particulier sur cet enfant de 4 mois qui est opéré avec un diagnostic génétique quand même très lourd. Est-ce qu'il y a un suivi psychologique dans le futur? Parce qu'à 4 mois, il n'y a pas grand-chose à faire. Quel est l'accompagnement pendant leur enfance? Est-ce que c'est les pédiatres qui s'en occupent? Est-ce que c'est formalisé? Alors, même à 4 mois, lors de l'hospitalisation en milieu pédiatrique, les parents bénéficieront de toute façon d'une prise en charge psychologique, un psychologue rattaché au service d'oncologie pédiatrique, qui donc va assurer de son soutien les parents pendant l'hospitalisation et qui peut également suivre la famille dans les suites. Voilà, c'est pas beaucoup plus formalisé que ça, je pense. Après, c'est vraiment du cas par cas. Mais oui, c'est possible. De toute façon, bien sûr, le soutien psychologique peut être en soutien. Il a probablement été très très nécessaire pour la deuxième jeune fille, pour Mathilde. Mais oui, c'est une bonne remarque. C'est très lourd pour les parents. On a actuellement une deuxième situation d'un enfant qui a aussi un corticosurrénalome malin, multimétastatique, très grave, avec une mutation d'APC. Donc avec voilà, tout ce que ça laisse présager malheureusement d'événements à venir dans sa vie. Les parents ont vraiment besoin d'un fort soutien psychologique. L'enfant, non pour l'instant, mais ils sont quand même vus en fonction de l'âge par des psychologues du service. Non, parce que c'est particulièrement dur, surtout que quand il y a une histoire familiale difficile avec des décès. Tu parlais de cette jeune fille qui avait pris la décision d'une colectomie totale et que c'était une décision pas évidente à prendre à 14 ans. Ne serait-ce que pour les connaissances, voir l'implication de la colectomie totale versus garder son rectum, mais son père avait eu un cancer du rectum, c'est des choses pas faciles du tout. Les progrès chirurgicaux ont permis aussi de rendre plus acceptables certaines interventions un peu lourdes comme celle-ci, avec moins de complications qu'il n'y en avait avant. Donc là, on peut espérer à terme avoir plutôt 5-6 selles par jour maintenant, avec une anastomosie iléo-anale. On peut considérer que c'est beaucoup, mais c'est en tout cas, ça permet quand même une vie sociale et une vie personnelle normale, une qualité de vie relativement normale. Parce que sur les colectomies, tu penses que la récupération est meilleure chez l'enfant que quand c'est fait chez l'adulte, ou il n'y a pas de différence? C'est la question qu'on se pose. On a d'autres indications de colectomie totale, y compris chez des jeunes enfants, en dehors des polyposes, et effectivement, on a l'impression quand même que les plus jeunes enfants vont plus facilement s'adapter. Ça survient plus tôt dans leur vie. L'iléon peut se rectaliser en quelque sorte, il constitue un néorectum, ce qui est probablement plus le cas à partir d'un certain âge, notamment chez l'adolescent. D'où le réservoir en J, qu'on ne fait pas forcément chez le tout petit. Très bien, mais merci à vous deux. Alors je pense que tout le monde a fait son choix. Sans plus tarder, on va débuter donc notre plénière médicale. Et donc j'appelle le docteur Mathieu Larama du CHU de Grenoble pour les scoops en oncologie. Ok, donc bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents pour cette présentation à propos des scoops en oncologie. Alors, j'ai renommé ça, non pas les scoops en oncologie, si ça veut bien passer, mais plutôt Mission Impossible, puisque vous imaginez bien qu'en 10 minutes, merci Anne-Marie, vous présentez toutes les actualités de la cancérologie de 2023, c'est un peu compliqué. Et donc, quand elle m'a proposé le sujet, j'ai dit « ouais, super », mais quand j'ai vu les 10 minutes, je me suis dit « c'est mal barré ». On va quand même essayer de retenir quelques informations importantes sur 2023. J'ai pu faire cette présentation grâce à ce que j'appelle la team Mission Impossible, en l'occurrence le professeur Julie Charles, qui est oncodermatologue, le docteur Emmanuel Jacquet, qui
est notre spécialiste en oncocénologie, le docteur Lisiane Molina, qui nous a donné des tuyaux sur l'hématologie, puisque j'ai voulu inclure l'hématologie aussi dans cette présentation, le docteur Gaël Roth, qui est oncogastro au CHU, et le professeur Anne-Claire Toffard en oncologie thoracique. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Sur l'oncodermatologie, ce qu'il faut retenir, c'est probablement cette étude. Vous savez depuis très longtemps qu'on utilise l'immunothérapie en oncologie et dans le mélanome en phase métastatique, et puis petit à petit on est remonté en ligne, et on est tellement remonté en ligne que maintenant on l'utilise même en néoadjuvant, y compris sur des phases avancées. Les stades 3B à 4C, c'est des phases avancées, localement avancées, atteintes ganglionnaires ou métastatiques. Et donc dans cette publication du New England qui a fait un peu grand bruit en mars, on a testé une immunothérapie, en l'occurrence le pembrolizumab, en néoadjuvant. Très simplement, 3 cycles de pembrolizumab en néoadjuvant suivis de pembrolizumab en adjuvant versus ce qui faisait jusqu'à présent pas trop de débat, le pembrolizumab adjuvant seul. La survie sans événement à 2 ans dans le bras néoadjuvant est significativement plus importante. Et vous avez ici les courbes. Et alors je ne sais pas si Julie est là dans la salle ce soir, mais pour avoir discuté avec un des collègues oncodermatologues à Lyon la semaine dernière, c'est quelque chose qu'ils utilisent déjà chez ces patients-là. Donc vraiment un changement de pratique. On change complètement de sujet puisqu'il faut aller très vite. Le sein, quelque chose alors qui n'est pas vraiment de 2023, qui date de 2022, mais qui a donné un accès précoce et qui change les pratiques en 2023. C'est le trastuzumab deruxtecan chez une population de patientes qu'on ne traitait pas jusqu'à présent. C'est les HER2 faibles. Vous savez que le trastuzumab ou autre molécule anti-HER2 est utilisée chez les HER2 surexprimés. Là, dans les HER2 faibles, pour l'instant, on n'avait pas vraiment de traitement proposé. Et donc, cet immunoconjugué montre un bénéfice en survie sans progression dans cette population-là. Et puis aussi un bénéfice en survie globale. Donc, vous avez le diaporama sera mis à disposition si vous voulez aller voir toutes les publications que je vous montre. Plus dans le détail. Ce qu'il faut savoir pour les gens qui ne font pas d'oncocénologie, c'est que les HER2 faibles, c'est potentiellement 60% des tumeurs et qu'on anticipe probablement une très grande cohorte de patientes à traiter à l'avenir avec ce médicament. Sachant qu'il y a notamment pas mal de patientes qui ont des tumeurs RH+, HER2 faibles. Si on poursuit sur la gynécologie, le message à retenir, c'est que l'immunothérapie est arrivée dans le pelvis. Dans le cancer de l'endomètre métastatique, donc il y a le dostarlimab avec le paclicarbo, c'est l'étude Ruby, ça date un peu, ça date déjà de l'année dernière, les premières présentations, ça a été publié dans New England cette année, et il y a un accès précoce, c'est ça qu'il faut retenir. Pembro, paclicarbo en première ligne, ça c'est un peu plus récent, mais c'est pareil, il y a un bénéfice, donc je vous ai mis tout le détail, je ne vais pas aller vous relire la diapo, mais vous pouvez lire, vous, le détail sur la PFS notamment, sachant que dans l'étude Pembro, c'est notamment les patientes avec un déficit en réparation où le bénéfice est encore plus important, mais il y a aussi un bénéfice dans l'ensemble de la population. Et puis il y a l'association lenvatinib-Pembro qui est disponible depuis quelques mois. L'accès précoce n'est plus nécessaire depuis pas longtemps, je crois, et c'est disponible à partir de la 2e ligne. Et puis dans le cancer du col utérin, c'est une actualisation d'une étude, donc ça date de l'ASCO 2023. C'est pembrolizumab paclicarbo qui a un bénéfice en survie globale, comme vous pouvez le voir, avec un bénéfice qui est statistiquement significatif. Là aussi, je vous renvoie à la lecture de l'ensemble de ces études si vous voulez avoir le détail. En hématologie, alors j'ai intitulé ma diapo, c'est l'extension du domaine des bispécifiques ou des trispécifiques. Donc nos collègues hématologues depuis assez longtemps utilisent les anticorps monoclonaux dits bispécifiques. Ça leur permet de faire des petits dessins comme ça avec plein de couleurs. Ils sont assez picturaux finalement, nos collègues hématologues. En gros, c'est des constructions totalement chimériques d'anticorps qui permettent la reconnaissance de sites. D'un côté, globalement, une cellule immunologiquement compétente, et généralement, on utilise un anti-CD3, et puis de l'autre côté, un anticorps d'intérêt sur la cellule cancéreuse qui nous intéresse. Et si je parle d'une extension, c'est que le premier là, de la liste, on le connaît depuis longtemps, c'est le Blincito. Et puis après, vous avez toute une liste avec des noms qui sont assez imprononçables. Alors moi, j'ai compris qu'ils utilisaient les 2 premières syllabes quand ils en parlent entre eux, les hématologues.
parce que sinon après c'est trop compliqué. Et vous voyez qu'il y a tout un tas d'indications, hein, c'est la colonne indications, où on a les leucémies, les myélomes multiples, les lymphomes B grandes cellules, les folliculaires. Et il faut avoir ça en tête parce que probablement qu'en cancérosolide, on aura dans quelques temps des bispécifiques. Il y a beaucoup de choses qui se font là-dessus. Et d'ailleurs, il y a déjà des bispécifiques puisqu'on utilise un bispécifique dans une maladie très particulière qui est le mélanome de l'œil. Dans les cancers digestifs, donc, ce qu'on peut retenir sur les cancers œsogastriques métastatiques, c'est 2 études. Alors, il y en a une première qui est chez les patients HER2 non surexprimés, enfin qui ont une tumeur HER2 non surexprimée. C'est un essai français qui a été présenté à Madrid le mois dernier. C'est Gasfox qui comparait du Folfox versus du 5-FU, oxaliplatine et docétaxel. Et qui donc ça c'est la courbe principale, hein, c'est la figure principale, c'est la survie sans progression chez l'ensemble de la population. Il y a un bénéfice en survie globale. Alors après, ça peut paraître modeste, mais on s'intéresse quand même à une maladie très grave, donc tout petit bénéfice est un bénéfice. Et puis chez les patients HER2 surexprimés, donc c'est une étude qui a été présentée à l'ESMO et publiée dans le même temps dans le Lancet. C'est la Keynote 811, c'est les patients donc, qui ont une tumeur HER2 surexprimée, chimiothérapie, trastuzumab, plus ou moins Pimbro. Le Pimbro fait mieux, ça c'est la courbe de survie sans progression, c'est statistiquement significatif, on passe les détails. Et puis il y a un bénéfice aussi en survie globale, qui est à la limite de la significativité, mais qui ressort dans la population PDL1+. Donc à retenir voilà, ces 2 études sur le gastro-intestinal. En oncologie thoracique, ce que m'a suggéré donc le professeur Toffard, c'est l'étude ADORA, qui a été, en fait c'est l'osimertinib, qui est un anti-EGFR, qui avait été donc testé en adjuvant, qui avait montré un bénéfice en survie sans rechute et qui montre un bénéfice en survie globale lors d'une actualisation qui a été présentée, enfin publiée dans le New England. Vous avez ici la courbe, avec un hasard ratio qui est à 0,49, hein, excusez du peu. Donc une nette amélioration de la survie de ces patients. Toujours en adjuvant dans un autre sous-type de cancer du poumon, c'est les ALK mutés réarrangés, c'est l'alectinib, donc qui est une molécule spécifique anti-ALK. Et là, le hasard ratio de la survie sans rechute, les données ne sont pas matures sur la survie globale, vous voyez que le hasard ratio est à 0,24, donc c'est encore plus, avec des courbes de survie qui sont assez probantes. Et puis dernière chose, c'est l'accès précoce du nivolumab. Alors ça, c'est pas du 2023, ça date de 2022, mais c'est pour dire que ça a changé les pratiques et maintenant on peut utiliser le nivolumab en périopératoire dans les cancers thoraciques. Et puis je vais terminer avec The Scoop of the Scoop, du moins à mes yeux. The Scoop of the Scoop, ça a été présenté donc à l'ESMO cette année en late breaking abstract. C'était enfortumab vedotin plus pembrolizumab versus la chimiothérapie de base à base de donc cisplatine, carboplatine et gemcitabine dans les cancers de vessie métastatiques ou localement avancés. En gros, il n'y a rien qui a fait mieux que cette chimiothérapie depuis 40 ans. Et là, on a eu des résultats qui étaient assez incroyables, avec un avantage en survie globale qui est très net. Puisqu'on double la survie globale, on passe de 16 à 32 mois avec un hasard ratio qui est extrêmement bas, à 0,47. Et donc ça va probablement changer les pratiques. Et on va peut-être pouvoir dire adieu au sel de platine dans le cancer de vessie en première ligne. Donc la mission n'était pas si impossible que ça, je crois qu'elle est accomplie. Et voilà, ça c'est un petit clin d'œil pour Anne-Marie. Merci. Mission accomplie, donc, bravo. On a le temps pour une question, je pense, dans la salle. En attendant les questions, moi j'ai des petites remarques. Merci en tout cas, Mathieu, parce que je suis un fervent défenseur de ta présentation. Je me suis battu pour que les scoops chaque année, parce que moi je suis convaincu quand même que l'oncologie doit être transversale, et c'est quand même bien de savoir un petit peu ce que les copains font. Ça, c'est ma première remarque. Deuxième remarque, vous voyez que c'est quand même assez vertigineux.
va bientôt plus s'appeler chimiothérapeute, hein, c'est-à-dire c'est fini. Vous avez vu, on a vu là les exemples anticorps, drogue conjuguée, donc c'est chimiothérapie ciblée, l'immunothérapie qui révolutionne pratiquement maintenant toutes les localisations, les anticorps bispécifiques, et moi je rajouterais en scénologie toutes les thérapies ciblées, anti-CD4. Donc ça, c'est vraiment vertigineux. Et justement, la cancérologie transversale, ça va être de plus en plus difficile d'en faire. Je pense qu'on va plus pouvoir être des cancérologues généralistes. On va être obligé de se spécialiser de plus en plus. Deuxième remarque, c'est vraiment, moi je pense qu'une révolution, c'est l'accès précoce, hein, qu'on a depuis 1 ou 2 ans. C'est le moyen d'avoir très rapidement les nouvelles molécules dans des études qui, souvent, il fallait des années pour avoir ce qu'on appelle l'AMM. Maintenant, grâce aux accès précoces, on a les molécules très rapidement et ça, c'est vraiment une révolution. Et puis, troisième remarque, c'est qu'il y a une autre révolution, c'est qu'il y a des révolutions pour les patients, mais il y a aussi des révolutions pour nous, les oncologues ou les spécialistes d'organes qui font de la cancérologie. C'est que, en tout cas, ça révolutionne notre quotidien, notamment l'immunothérapie, notamment quand même avec des toxicités qui sont quand même assez étonnantes et qui nécessitent quand même qu'on sorte un petit peu de notre zone de confort de la gestion de la bonne vieille chimiothérapie. Oui, alors je suis allé très vite, mais sur les bispécifiques, globalement, il y a quand même une petite courbe d'apprentissage par rapport à la gestion des tox aux premières injections avec les syndromes de relargage cytokinique. C'est pas si simple. Ça va pas se faire en hôpital de jour. On va devoir remettre des patients aussi en hospitalisation. Donc il va falloir aussi qu'on réfléchisse dans les années à venir à comment on va fonctionner. Le virage ambulatoire, on va peut-être en revenir un peu. Et c'est pour ça qu'il faut se nourrir de l'expérience de nos collègues hématos parce que ils ont un temps d'avance là-dessus. Et voilà. En tout cas, merci. Parfait. Eh bien, ça complète parfaitement la présentation. On va passer à la partie donc, du dépistage organisé par le professeur Thierry Ponchon, donc des HCL, président du CRD-CDC Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, merci beaucoup, et merci en particulier à Olivier Barthelet pour m'avoir demandé de traiter ce sujet, qui sera bref. On pourrait dire que le sujet est facile à traiter. C'est pas mission impossible, mais ça va devenir mission impossible pour les CRCDC. Ça, c'est un peu différent. Donc, vous connaissez le dépistage organisé du cancer. Ça concerne 3 cancers. Hein. Le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein et le cancer colorectal. Alors, ce cancer ce dépistage est mis en place par les CRCDC. Donc, c'est des structures régionales de coordination des dépistages des cancers. On les appelle CRCDC. Et donc, il y en a un pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est issu de la fusion des différentes instances départementales, qui s'occupaient du dépistage précédemment, et la fusion date de 2019. Alors, je vous ai listé ici les différentes missions des CRCDC, et en particulier la première qui est les invitations. Et l'invitation, ça consiste à envoyer des courriers, etc., à la population concernée. Ensuite, et ça, c'est la partie peut-être la plus importante pour les CRCDC, à suivre les personnes dépistées, parce que ces personnes, il faut évidemment pas qu'elles partent dans la nature. Il faut savoir si elles vont avoir une coloscopie, par exemple, une chirurgie si nécessaire, une chimiothérapie. Ensuite, il y a une partie très importante. Le dépistage organisé ne se fait jamais sans aucune évaluation. Hein. Le dépistage organisé doit être évalué pour en connaître les résultats, ses coûts, etc. Ensuite, la structure s'occupe, c'est un peu spécifique, de la seconde lecture de la mammographie. Les mammographies sont relues dans les centres, des différents centres territoriaux du CRCDC. Je ne vous l'ai pas dit, mais on a 9 centres territoriaux sur l'ensemble de la région. Et en particulier, on en a un à Annecy, qui est un petit centre. On a un centre à Chamonix, pas Chamonix, à Chambéry, bien sûr. Et on a un centre à Grenoble. Et la dernière mission, c'est la promotion, l'Aller Vert. Alors, notre problème, c'est que, c'est pas notre problème, mais c'est à la fin de décembre 2022, il nous a été dit que les invitations allaient être réalisées par maintenant les CEPAM, ou plutôt l'assurance maladie, et non plus par nous autres, les CRCDC, et également qu'ils allaient s'occuper de la promotion de l'Aller Vert. Pour la promotion de l'Aller Vert, c'est un peu moins sûr. Je pense qu'on va rester quand même des acteurs incontournables, mais c'est vrai que la perte des invitations pour nous est majeure parce que on va perdre la visibilité du CRCDC. Hein. C'est sûr que ce sera plus difficile de suivre les personnes si elles n'ont pas reçu la lettre d'invitation du CRCDC.
Elles vont pas savoir qui est le CRCDC, déjà que c'est un sigle difficile à comprendre. Surtout, il va y avoir un énorme problème de fichiers, et ça fait l'objet de la diapositive suivante. Il faut savoir que la CNAM, elle va inviter, mais il faut évidemment qu'elle invite la population concernée. Hein, par exemple, prenons le cancer colorectal, les personnes qui sont suivies par coloscopie ne doivent pas avoir un test de recherche de sang dans les selles. Et puis également, nous, il nous faut, bien entendu, l'exhaustivité des personnes invitées pour arriver à bien les suivre. Si on n'a pas ça, on va effectivement faire un suivi de mauvaise qualité. Alors, en fait, le problème est que, sur la gauche, je vous ai marqué l'idéal. Il faudrait qu'on ait un fichier commun entre la CNAM et le CRCDC. La CNAM pour alimenter l'éligibilité au mieux, hein, l'éligibilité, et ça passe par le suivi. Hein. Nous, on renseignerait les personnes qui doivent continuer à passer par le dépistage organisé ou qui doivent sortir du dépistage organisé, par exemple. Et inversement, nous, on a besoin des fichiers de la CNAM, en particulier d'invitation, pour suivre les bonnes personnes. Eh bien, ça serait l'idéal, mais ce monde idéal ne sera pas le monde que l'on va malheureusement connaître. Et la CNAM ne nous enverra pas probablement les fichiers des personnes invitées. Donc il y a une rupture de communication entre la CNAM et les CRCDC. Ce qui veut dire que la CNAM risque d'inviter des personnes non éligibles, n'importe qui, voilà, et que nous, on va être après responsables de leur suivi, et on va du coup être confrontés à des personnes qui devaient avoir une coloscopie alors qu'ils ont eu un test de recherche de sang dans les selles, et puis les CRCDC vont mal suivre les personnes, puisqu'ils ne sauront pas quelles sont les personnes invitées. Ça vous paraît peut-être très surprenant, mais c'est l'état actuel des discussions. Voilà. Pour revenir à la précédente diapositive, également, la recherche menée par les CRCDC va être stoppée parce que si les invitations sont menées par la CNAM, évidemment, nous, une grande partie de notre recherche passe par inviter un certain nombre de personnes après dont on va évaluer le parcours. Eh bien, évidemment, on ne pourra plus puisque la CNAM invitera et nous, on ne pourra pas influencer sur les personnes invitées. Voilà. C'est un gros problème. On ne fera plus de recherche, ou très peu, dans les CRCDC. Et pour finir, plus généralement, cette reprise des invitations est assez symbolique, à vrai dire, hein, à la promotion également. On craint vraiment, soyons clairs, une disparition des structures régionales, donc de la dimension régionale du dépistage, qui avait beaucoup d'intérêt parce qu'on était plus proche des institutions régionales, on était plus proche de la population, etc. On commençait à être connus. Surtout, il y avait une expertise majeure dans les CRCDC. Je vois 2 personnes du CRCDC Aura ici, et cette expertise risque d'être perdue. Voilà. Et on craint beaucoup finalement de disparaître parce que si la CNAM invite sans tenir compte de notre suivi, et si elle ne nous aide pas à faire le suivi, il est à craindre qu'elle nous remplace également sur le suivi. Elle suivra comme elle pourra, à vrai dire, et il est à craindre que l'évaluation soit mal conduite. Donc, effectivement, l'avenir des CRCDC est en jeu, d'autant que notre financement commence à être extrêmement réduit. Voilà. Extrêmement réduit. Je ne vous cache pas qu'à la fin du mois de mars de l'année prochaine, on n'aura quasiment plus de fonds de roulement. Donc c'est un problème majeur, je voulais vous l'exposer, parce que ce serait très dommage pour le dépistage compte tenu de l'expertise acquise par les personnes qui travaillent dans les CRCDC. Et puis c'est un problème majeur sur le plan social, parce que dans les CRCDC, on emploie en France 720 personnes. Sur Rhône-Alpes, on a une grosse activité, on a une population très importante. On les CRCDC des grosses régions de plus de 5 millions d'habitants, la plus active, avec les meilleurs taux de participation. On est numéro 1 pour le col, numéro 1 pour le sein et numéro 2 pour le côlon. Et on craint malheureusement que nos salariés, qui ne l'ont pas mérité, hein, pour le coup, soient pénalisés durement par cette évolution. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'en vois une. Oui, bonsoir. Je voulais savoir quelles étaient les motivations pour ce changement de fonctionnement. Qu'est-ce qui a amené à ça? Bon, d'abord, ça fait suite à un rapport de l'IGAS qui avait fait 22 préconisations. La seule qui est appliquée, c'est celle qui concerne les invitations. Ils avaient préconisé que la CNAM reprenne.
Ça fait suite un peu quand même également à la période Covid, si vous voulez, hein, d'accord? Parce que la CNAM a pris un peu, augmenté son influence en disant qu'elle avait réussi à faire bien vacciner les personnes. Donc ça fait suite à ça. La CNAM lorgne depuis très longtemps sur le dépistage. Voilà, donc on était déjà dans la cible depuis très longtemps. Ça date d'avant ma présence au sein des structures de dépistage. Donc c'est une évolution qu'on pouvait craindre depuis très longtemps. Voilà. Mais il est à craindre cependant que ça soit une évolution néfaste, à mon avis, pour les dépistages, si on ne peut pas évaluer, si on ne peut pas suivre la population, et si on se passe de l'expertise des CRCDC. Alors nous, on a évidemment beaucoup œuvré pour que ça ne se passe pas comme ça, mais il est très difficile de se faire entendre. Hein. Très difficile de se faire entendre. Je pense qu'on n'est pas les seuls concernés par l'emprise de plus en plus importante de la CNAM sur la politique de santé en France. J'ai rien contre la CNAM, hein, on va dire, okay, mais la question se pose quand même de savoir si un assureur, même public, peut contrôler la politique de santé et si les médecins et le personnel, et en particulier le personnel paramédical, doivent disparaître dans les instances décisionnelles. Voilà. C'est un problème vraiment majeur. Il se trouve que nous, juste, on est au milieu de la problématique parce qu'effectivement, on a une mission de santé publique bien bordée, qu'on est bien connu, qu'on a pignon sur rue, voilà, et que du coup, on est la première cible, quoi. Mais ça risque de concerner d'autres instances. Bon, il faut dire que les résultats n'étaient pas très bons, même si nos résultats à nous sont bons, pas mauvais par rapport aux autres, mais les résultats n'étaient pas très bons. Mais les résultats n'étaient pas très bons, et c'est pas la faute des CRCDC, franchement, c'est vraiment parce que il n'y a pas eu de pilotage, il n'y a pas de pilotage national du dépistage. La DGS fait défaut vraiment sur le sujet, et je dirais que l'INCa, c'est une instance d'expertise scientifique, c'est pas une instance qui peut piloter de façon opérationnelle. Donc le dépistage a été très mal lancé, organisé en France, et la structure qui finalement fonctionnait le mieux va peut-être être la structure qui va être éliminée. Bon courage. C'est pas bon parce que certes on a entendu la chimiothérapie, je suis un peu toujours admiratif des évolutions des traitements des formes avancées, hein, mais c'est quand même effectivement quand même coûteux, hein, et rien ne vaut quand même un dépistage pour le coup, hein, on est d'accord, et la France va prendre un retard considérable en la matière. Excuse-moi Olivier. Non, je parlais s'il y avait des évolutions sur les âges d'invitation, en particulier à la limite de 74 ans, si c'était envisagé de l'étendre. Alors, je connais surtout le problème sur les cancers colorectals, évidemment, cancer colorectal. Alors, c'est évidemment, c'est pas tellement d'actualité compte tenu de ce qui se passe actuellement. Hein. Je n'ai pas d'ailleurs dit que c'était, je répète, c'était maintenant on est en mission impossible. Mais c'est pas tellement d'actualité. Mais au-dessus de 74 ans, ça peut concerner évidemment les autres cancers, mais pour le cancer du côlon, c'est vrai que la question toujours est posée parce que effectivement les personnes vont pas mal au-dessus de 74 ans. Donc on peut continuer quand même à assurer leur dépistage, hein, mais simplement de façon individuelle, hein, mais pas dans le cadre du dépistage organisé. Mais pour l'instant, il n'est pas du tout question que le dépistage organisé s'étende au-delà de 74 ans. Donc il faut continuer à... Si les gens sont suivis par coloscopie, il faut continuer à leur faire des coloscopies. S'ils sont suivis par test, il faut continuer à faire des tests, mais sur une base individuelle, en sachant quand même que les personnes qui sont bien suivies par test, ils ne gagnent pas grand-chose après, au-delà de 74 ans. Ceux qu'il faut récupérer, c'est ceux qui n'ont jamais participé. Alors imaginez, ils n'ont jamais participé entre 50 et 74 ans, maintenant ils vont participer au-delà de 74 ans, ça m'étonnerait beaucoup. Mais la population la plus importante pour laquelle on doit s'inquiéter, c'est les 45-50 ans. Ça concerne peut-être un peu plus de personnes dans la salle. Pourquoi ? Parce que l'incidence du cancer augmente considérablement pour cette population aux États-Unis, mais en Europe et également en France. Voilà, ça a été bien montré, et qu'elle n'est pas protégée par le dépistage. Et là, on voit l'influence du dépistage. Quand le dépistage est bien en place, eh bien, l'incidence baisse. Il y a un effet majeur qu'on voit aux États-Unis, en Allemagne, et qu'on commence à voir en France. Donc cette population jeune
eh bien, l'exposer à toutes les phénomènes environnementaux, mais surtout liés, vous savez, la sédentarité, tout ce qu'on appelle, bon, la mauvaise alimentation, etc., l'alimentation trop riche en viande, le tabac, l'alcool, et, eh bien, elle n'est pas protégée par le dépistage. Et donc, il faut, je pense, effectivement, c'est là vraiment qu'il faudra vraiment faire bouger la tranche d'âge, hein, d'accord ? On vise en particulier les jeunes, parce que l'alimentation s'est considérablement dégradée, comme vous le savez, et on vise en particulier la viande grillée. Et donc, une cible, entre nous, c'est les fast-foods. Hein. Et les fast-foods, voilà. Donc, on va protéger des fast-foods par le dépistage. Souhaitons-le. Merci. Donc, ce message de santé publique est bien passé. Merci beaucoup. Bon, merci. On va pouvoir terminer donc cette plénière médicale avec un sujet d'avenir, à savoir les organoïdes, définition et application dans la recherche contre le cancer. Donc j'appelle le docteur. C'est 20 minutes, on est dans les temps, on est parfaitement dans les temps. D'accord, je vous ferai signe. Bonsoir tout le monde, merci aux organisateurs pour l'invitation, merci à Marie Dolz. Donc oui, je vais vous parler d'organoïdes, j'espère que ça marche. J'ai pensé commencer par des définitions, c'est toujours utile. Alors je vous rappelle à tous que le suffixe oïde veut dire qui s'apparente à, qui ressemble à. Un astéroïde, c'est un objet céleste qui s'apparente à une étoile. Une courbe sigmoïde, c'est une courbe qui ressemble à lettre sigma en grec. Il y en a qui se demandent, parce qu'à toutes les confs que je fais, il y en a qui se demandent si ça marche avec hémorroïdes, mais ça marche moins bien avec hémorroïdes. Mais bon, donc on va définir ce qu'on fait. Quand on prend des cellules souches, quelles qu'elles soient, cellules souches induites, cellules souches embryonnaires, qu'on les jette dans un tube, elles vont avoir cette avidité de se mettre ensemble, une impérieuse nécessité de se mettre ensemble, que vous voyez ici. Non, ça c'est pas bon. Je ne sais pas s'il y a un... Bon, c'est pas grave, vous voyez... Cette formation de sphères, et donc comme ça ressemble à une sphère, on les appelle les sphéroïdes. Donc dès que vous mettez des cellules souches dans un tube, quel qu'il soit, elles s'agrègent ensemble, elles forment cette sphère. C'est vraiment représentatif de la vie. C'est une diminution d'entropie. On pourrait définir la vie comme juste cette définition d'entropie qui est remarquable et qu'on observe tout le temps. Donc on passe par ce stade sphéroïde systématiquement, et ensuite en fonction des propriétés intrinsèques de la cellule, donc des propriétés génétiques de la cellule avec laquelle on travaille, et des propriétés extrinsèques du milieu dans lequel on met. Donc on utilise un milieu avec un hydrogel, vous voyez ça comme de la gélatine autour de vos œufs. Les cellules vont avoir un devenir en 3D complètement différent. Donc ici en bas, vous avez des cellules prostatiques. À partir de cellules souches, on a induit un sphéroïde, puis on a induit une structure prostatique qui ressemble vraiment à la glande prostatique, à toutes les glandes sécrétives, cette grappe de raisin que vous voyez ici, qu'on a fait in vitro, qu'on a généré in vitro à partir de cellules souches. En revanche, toujours à partir de cellules souches, et en les engageant dans un devenir prostatique, on peut avoir cette structure qui est en haut ici, qui ne s'apparentera jamais, qui ne se différenciera jamais, qui ne s'apparentera jamais à l'organe stricto sensu, et qui ressemble à une tumeur, et donc on les appelle tumorides. Donc quand on a quelque chose qui commence à ressembler à l'organe, on appelle ça un organoïde. Quand on a quelque chose qui ressemblera toujours et qui ne se différenciera jamais à une tumeur, on appelle ça un tumoride. Donc ces objets, au-delà de la sémantique, sont très intéressants pour... Si vous cherchez des anticancéreux, ça sera intéressant de travailler avec des tumorides et de tester les anticancéreux sur ces tumoroïdes. En revanche, si vous cherchez à comprendre l'initiation tumorale, le début de la cancérogénèse, le tout début, ça sera bien de travailler avec des organoïdes et de regarder la transition vers le tumoride pour essayer de puiser des biomarqueurs qui pourraient devenir éventuellement des biomarqueurs de diagnostic. Donc, une définition à retenir, les organismes sont des structures multicellulaires en 3D qui s'auto-organisent. Donc, je les mets en rouge pour que vous vous en souveniez, c'est très important. On ne contrôle pas vraiment, elles choisissent tout seules de s'assembler, de s'agréger, puis de se différencier où elles veulent, comme elles veulent. C'est fascinant à regarder, elles ont leur propre programme et elles le deviennent. Nous, on facilite leur devenir, mais c'est elles qui décident ce qu'elles deviennent. Elles s'auto-organisent et miment partiellement l'architecture ou le fonctionnement de l'organe, d'où le suffixoïde, encore une fois. Donc on applique ça à différents domaines en recherche fondamentale, à partir de cellules souches embryonnaires, de cellules souches induites,
même de certaines lignées cellulaires. Il y a toujours une population souche dans les unicellulaires. Mais on arrive à faire de la recherche fondamentale, de l'organogénèse, de la pathogénèse, de la recherche pharmaceutique avec des objets qui sont un peu plus pertinents que juste des cultures de cellules en 2D, en 2 dimensions sur du plastique avec du sérum de veau fœtal qui ne ressemble pas beaucoup à la physiologie réelle. On peut évaluer l'efficacité, la toxicité des médicaments. Quand on travaille avec des cellules souches de patients, des cellules de patients, et je pense que ce sont les cellules souches adultes qui vont générer des organoïdes ou des tumoroïdes, on peut faire des aspects plus qui vous intéressent probablement plus en recherche clinique. La médecine personnalisée ou de précision, donc personnalisée, c'est à partir des cellules du patient, donc on va faire un avatar de son tissu et pouvoir tester des médicaments le plus vite possible, presque en même temps que la napate. Si on étend ce concept-là d'avatar de patient, d'avatar d'individu, on pourra aller vers quelque chose qui m'intéresse bien, qui est vraiment l'essai clinique sur organoïdes ou voire sur organes sur puce, sur des populations sur lesquelles jamais on fait jamais d'essais cliniques, les enfants, les femmes enceintes, pour des raisons qui sont évidentes. Mais si on arrivait à faire un avatar du patient dans un tube pour ces populations-là, ou même la population d'une île au milieu du Pacifique où il n'y a que 100 personnes malades, on arriverait à faire des essais cliniques plus pertinents probablement sur ces populations. Bien entendu, il y a des possibilités en médecine régénératrice avec les organoïdes. Donc nous, à Grenoble, au CEA, on travaille surtout sur les organoïdes de pancréas, pour le cancer du pancréas ou pour le diabète. Et donc, vous savez que le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune qui aboutit à la destruction des cellules productrices d'insuline. Donc, on arrive à faire des organoïdes autogreffables, si vous voulez, à partir des cellules du patient qu'on fait devenir en îlot et qui pourraient restaurer la production d'insuline chez le patient. Et donc, on travaille avec Pierre-Yves Benamou et Sandrine Lablanche au CHU de Grenoble là-dessus. Et puis, bon, il y a une dimension éthique intéressante aussi, au moment où la politique des 3 R prend toute son ampleur en Europe et dans le monde, il y a de plus en plus de pression sociétale pour arrêter l'expérimentation animale. Ces objets-là représentent une alternative potentielle, même si je suis convaincu qu'on aura toujours besoin d'animaux, notamment pour toutes les études comportementales, la mémoire, etc. Ce n'est pas avec des organoïdes cérébraux qu'on arrivera à retrouver la plateforme sous l'eau dans une piscine, même si on leur greffe des nageoires. Donc, je reviens à ma définition parce qu'il y a des limitations. C'est des objets qui sont intéressants, qui ont des promesses pour nous tous, pour nous en recherche fondamentale, pour vous en recherche clinique et appliquée et en médecine. Mais il y a encore des limitations. La première, c'est qu'on travaille à partir de cellules souches. Et donc, on arrive à les différencier, à les orienter vers ces différents devenirs. Je vous rappelle sur les propriétés intrinsèques de la cellule souche, on peut la modifier génétiquement. Les propriétés extrinsèques du milieu, on arrive à les orienter, mais on arrive toujours, on est tous confrontés à ça, à un tissu qui ressemble plus à l'embryon qu'au tissu adulte. Donc, on a une limitation dans le niveau de différenciation. Et l'autre difficulté, c'est cette hypervariabilité qui est due à l'auto-organisation. Je vous ai dit, je contrôle que partiellement où je veux les emmener, mais elles s'auto-organisent tout seules. Et puisqu'elles s'auto-organisent, je n'ai pas un contrôle total de leur devenir et j'ai une hypervariabilité des devenirs et des objets que je récolte. Je voudrais illustrer ça ici avec des organoïdes de vaisseaux qu'on génère à partir de cellules souches induites. Vous voyez vraiment la structure de vaisseau, c'est vraiment une pelote de laine de vaisseaux qui sont tous ensemble. C'est une sphère qu'on arrive à connecter avec le verre, qui sont des vaisseaux qu'on a amenés autre part. Et ce jour-là, ces cellules-là, ces IPS-là, ont généré quelque chose, nous ont peint quelque chose qui ressemble à un tableau de Jackson Pollock. Elles ont été inspirées et c'est bien. Par contre, un autre jour, les mêmes cellules dans le même milieu, elles vont me faire toujours pareil, un bel organite de vaisseau avec une belle pelote de laine en rouge connectée au verre. Mais cette fois-ci, ça ressemble plutôt à un tableau d'Edouard Munch qui fait un peu peur. On a même les bras sur les oreilles. Donc, je fais ça au-delà de la métaphore artistique. C'est pour vous montrer que je ne contrôle pas complètement le devenir, ni personne d'ailleurs, contrôle vraiment le devenir des objets en 3D et c'est une limitation. Ici, on a des cellules souches aussi, mais des cellules souches du patient. Là, on a ce qu'on appelle des PDO, Patient Derived Organoids. Donc, on prend ici, en l'occurrence, on travaille sur le cancer du pancréas, comme je vous l'ai dit, avec Gaël Roth au CHU de Grenoble. Donc, on prend une biopsie de patient et à partir de cette biopsie, on va essayer d'établir des organoïdes. Et voilà ce qu'on obtient. Après 6-7 jours, on a cette population d'organoïdes
avec, vous voyez, des structures complètement différentes, des structures qui sont un peu creuses. Enfin, vous voyez cette couronne ici, on a vraiment une structure acinaire qu'on retrouve dans toutes les glandes épithéliales. Hein. Donc on a ça dans le pancréas, pour la fonction exocrine du pancréas, la sécrétion des sucs digestifs. J'ai cette structure différenciée, creuse, qui me plaît bien, que j'appelle organoïde. Et puis, vous voyez, j'ai des structures qui sont pleines, plutôt des tumoroïdes, comme je définissais tout à l'heure. Mais on prend tout ça aujourd'hui pour essayer de faire la médecine personnalisée. Donc, je vous ai dit, on fait une biopsie, on fait pousser des organoïdes, et sur ces organoïdes, on va tester les drogues que le clinicien envisage de donner pour essayer de trouver à l'avance, idéalement presque au moment du diagnostic, hein, la drogue qui sera le plus efficace en première ligne pour ces patients-là. Mais comme on a cette multitude de phénotypes et d'objets, idéalement, il faudra aller vers du clonal. Vous savez comme moi que le cancer est polyclonal, la tumeur est polyclonale. Il y a une population de cellules dans cette tumeur qu'il est important de mieux comprendre. Donc on va vers, et je ne vais pas rentrer faute de temps là-dedans, vers la génération d'organoïdes clonaux à partir de la biopsie. Donc à partir de toutes les cellules de la biopsie, générer des organoïdes pour avoir une meilleure représentation de la polyclonalité de la tumeur. Donc on est confronté, je vous l'ai dit, à ces deux limitations, défaut de maturation, de différenciation, on ressemble plus à l'embryon qu'au tissu adulte, et hypervariabilité ou variabilité excessive. Il y a une autre approche pour un autre substitut d'organes pour la recherche fondamentale des patients, ce qu'on appelle les organes sur puce, qui sont ici. Alors cette fois-ci, ça ressemble plus. C'est pour ça qu'on n'appelle pas ça des organoïdes, ça ressemble à un domino, vous le voyez en haut. C'est un objet, un petit objet vraiment de la taille d'un domino avec de la microfluidique dedans. Et on sépare des canaux, vous voyez, avec ici, c'est le premier organe sur puce, c'est un poumon sur puce qui a été publié en 2010, avec au-dessus l'épithélium alvéolaire, une membrane qui sépare de l'endothélium, qui mime les vaisseaux, du milieu de culture entre les deux. Et en plus, sur les côtés, vous voyez ces canaux qui permettent de mettre du vide et de mimer l'inspiration et l'expiration. Donc on a de la culture de cellules humaines avec deux couches. Donc c'est de la culture en 2D, contrairement aux organoïdes qui sont en 3D. Je vous rappelle, c'est la culture en 2 dimensions. Mais on ajoute une dimension biomécanique qui est intéressante, où on mime inspiration-expiration, qui a vraiment un rôle, y compris dans la réponse tumorale. Donc en ce moment, on essaye de fusionner les deux domaines avec l'organoïde qui est plus complexe, qui vient de cellules souches, qui sera pluricellulaire avec plusieurs types cellulaires, etc., mais auto-organisé, et ces structures en organes sur puce, où on arrive un peu à mieux contrôler ce qu'on veut, à mettre dans un endroit une cellule, et donc on pense qu'on va arriver à résoudre un peu la variabilité, le défaut de maturation. Donc c'est ce qu'on fait au labo. On a ces objets qui sont des cartes microfluidiques. J'en ai dans la poche, je pensais la faire circuler, mais je ne savais pas que c'était si grand. Donc je montrerai à ceux qui s'intéressent après. C'est la taille d'une carte de crédit, hein, avec des canaux microfluidiques dedans. Vous voyez, on les connecte comme ça, avec juste un pouce seringue, on tire. Et puis quand on tire comme ça, l'organoïde que j'ai fait à l'extérieur à partir de cellules souches que j'ai laissé auto-organiser, vous le voyez, il vient, cette boule, se piéger dans des pièges microfluidiques. Je viens le piéger automatiquement, c'est très facile à faire, on le montre sans arrêt, ça prend 10 minutes. Je peux paralyser ça en parallèle, mais en série aussi. Et in fine, j'arrive à vasculariser cet organoïde, à vraiment le perfuser. En rouge, vous avez dans les canaux microfluidiques, je mime un endothélium, je le mime un vaisseau. Les cellules rouges sont des UVEC, des cellules endothéliales issues d'embryons. Vous les voyez, elles tapissent le canal microfluidique. Et en vert, j'ai mon organoïde, qui lui, avec des cellules aussi vascularisées en vert. Et j'arrive à anastomoser les deux, à connecter les deux, et vraiment à perfuser l'organoïde. Donc ça, c'est un développement très intéressant, parce que non seulement je contrôle mieux la variabilité, mais j'arrive à vasculariser un objet en 3D, ça peut être n'importe quel organe, a priori, hein, du moment que je l'ai prévascularisé. Et ça ouvre, on a parlé d'immunothérapie et des avancées importantes, ça ouvre un potentiel énorme en immunothérapie où je vais amener les cellules immunitaires, lympho B, lympho T, macrophages, mais cette fois-ci par la vascularisation. Donc ça a beaucoup plus de sens, y compris pour les patients, comme je disais, en médecine personnalisée. Avant le traitement, on pourrait tester à terme, on ne se fait pas aujourd'hui, personne, mais ça devrait arriver, de l'immunothérapie grâce à ces vascularisations.
Et puis, donc on a parlé de maîtriser la variabilité, et je vous ai dit, on a plus des tissus qui ressemblent à des embryons qu'à des tissus adultes. Et là, en vascularisant en l'occurrence des organoïdes de vaisseau ou des îlots pancréatiques, on a regardé si oui ou non on arrivait à maturer le tissu un peu plus loin, et est-ce qu'on s'approchait de quelque chose qu'on aurait greffé chez la souris pour le maturer. Donc aujourd'hui, on fait des organoïdes, et pour qu'ils aillent plus loin dans leur différenciation, leur spécialisation, on les greffe chez la souris va vasculariser l'organoïde humain en l'occurrence, il faut qu'elle soit un peu particulière et qu'elle n'ait pas de réponse immunitaire. Et là, on s'aperçoit en regardant les 5 conditions que vous voyez en haut avec des couleurs, gris, jaune, orange, on met un organoïde dans un puits, vous avez le dessin dessous pour mieux vous l'expliquer, on met l'organoïde dans la puce mais sans vascularisation, sans le rouge que je vous ai montré tout à l'heure, on met l'organoïde dans la puce avec de la vascularisation mais sans flux, on met l'organoïde dans la puce en orange sans vascularisation mais avec du flux dans la puce, je peux mimer le flux physiologique du sang à même vitesse, même chez stress, etc. Donc là, on met du flux, mais sans vascularisation. En jaune, c'est le plus important. Regardez que celui-là, c'est un organoïde vascularisé sous flux. Et au bout du compte, je ne sais pas quelle est la couleur, gris, vert, verdâtre, c'est la souris greffée. Et là, on fait une espèce de carte d'identité de ces cellules. On fait un transcriptome, c'est-à-dire on regarde toute l'expression du génome, tous les transcrits, tous les gènes qui sont exprimés. Le transcriptome est à la cellule, ce que l'empreinte digitale est à l'humain. Ça nous permet de vraiment caractériser la cellule. Et quand vous faites ça, on regarde comment les cellules se ressemblent, etc. Et vous voyez que le jaune en haut et le vert verdâtre, ça se ressemble énormément. Ça veut dire, je vais vous le mettre ici dessous, qu'apparemment la vascularisation sur puce d'un organoïde qu'on a fait à partir de cellules souches, qu'on a laissé auto-organiser, qu'on a ensuite vascularisé dans la puce, ressemble en termes de maturation et de différenciation à ce qu'on aurait chez un greffage sur la souris. Ça, pareil, peut-être pour vous, ça ne veut rien dire, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Parce que, par exemple, les PDI, que vous connaissez peut-être, Patient Derived Xénogreffe, qu'on utilise aussi, qu'on souhaite utiliser en médecine personnalisée, aujourd'hui, c'est impossible, il faut 8 mois, le patient, il va mal, c'est trop long. Si on arrive à faire la même chose sur des puces en 1 semaine, ça pourrait être intéressant. Voilà, il nous reste 5 minutes. Combien ça fait de temps ? Il nous reste 5 minutes. 5 minutes ? Ouais. Alors, je prends 5 minutes, si vous me le permettez, pour des aspects un peu éthiques qui sont intéressants. Donc, j'ai discuté de ça avec... vous connaissez peut-être Étienne Klein, qui est philosophe et physicien au CEA, et donc Alexei est un collègue du CEA qui est aussi physicien et philosophe et qui travaille avec Étienne Klein et se pose des questions d'éthique, notamment en intelligence artificielle. Et on se connaissait, mais on s'est rencontrés une fois et on a discuté 2 heures. Il voulait savoir si le fait que les organoïdes s'auto-organisent, ça posait des problèmes un peu comme l'intelligence artificielle qui, vous le savez, s'auto-organise. Contrairement à la modélisation mathématique, une équadif, je change un paramètre, je sais où je vais, je sais retrouver pourquoi le modèle a donné ce résultat, alors qu'en intelligence artificielle, aujourd'hui, ce n'est pas le cas et ça pose des problèmes éthiques. Donc on a discuté de ça avec Alexei et on a trouvé des choses qui sont des questions. Alors je pose les questions, je ne réponds pas, je ne suis pas censé répondre. Il faut des médecins, il faut des philosophes, il faut des biologistes, il faut pour répondre à tout ça, mais c'est notre rôle de soulever les questions que ce qu'on fait pourrait relever. Alors des questions que vous connaissez tous en médecine, vous avez les mêmes chaque fois que vous utilisez un bout de tissu de patient, les mêmes questions, des questions juridiques. Est-ce que l'organisme m'appartient ou il appartient au patient ? C'est un avatar, c'est une extension de lui. Je peux retrouver grâce à la génétique tous les détails sur ce qu'il est. Des questions sur la mort. Quand j'ai fini avec l'organoïde, je le mets à la poubelle ou je fais une prière avec un autel, etc. Donc, c'est des questions qui se posent. Des questions sur le consentement. Alors, je fais beaucoup de conférences, y compris grand public, pour essayer d'expliquer que les gens sachent vraiment à quel point c'est potentiellement utilisable. Je suis convaincu que ça va rentrer dans le parcours de soins. Je ne sais pas quand. Ça sera, j'espère, chez les médecins avant que ça soit chez les pharmaciens, qui sont toujours lourds à convaincre. Il y a des questions sur la justice distributive. Nous, en France, on va pouvoir faire des organoïdes, j'espère, bientôt. Est-ce que dans des pays plus défavorisés, ça sera aussi le cas ?
et des questions aussi sur la souveraineté. C'est important pour nos médecins et nos patients qu'on puisse faire les organoïdes ou les organes sur puce ou les organoïdes sur puce en France. Il n'est pas question d'aller les faire en Chine ou en Inde pour des questions de sécurité. Vous avez vu le SARS-CoV-2, comment il est arrivé. Si on fait un organoïde en Chine et qu'on revient avec des virus, etc., ça ne serait pas intéressant. De même, on a parlé de médecine personnalisée, on pourrait aussi concevoir des armes personnalisées et ce n'est pas souhaitable. Donc en termes de souveraineté, il est important qu'on ait ce genre d'outils pour nos patients et nos médecins, encore une fois. La bonne nouvelle que j'ai appris la semaine dernière, on a un PEPR, c'est un gros financement de 50 millions d'euros national pour faire développer ces organoïdes sur puce et organes sur puce en France. Donc heureusement notre pays a investi là-dedans. Question d'épistémologie, est-ce que si je suis capable de dire si un patient pourra être traité par ça ou s'il a une maladie incurable, est-ce que j'aurais dû dire? Et puis pour de vrai, c'est la fin ici, des aspects très spécifiques à l'organoïde qu'on peut se poser. Déjà, je n'ai pas utilisé le terme de mini-organe. Je déteste ça, je demande toujours à tous mes collègues de ne pas dire ça. On a des objets qui ressemblent à l'organe, qui commencent à s'apparenter à ça, mais ce n'est pas un organe. Il n'y a pas de vascularisation dans la plupart des cas, il n'y a pas de système nerveux, on est loin de l'organe. Donc éviter ce genre d'association, de métaphore qui peut être contre-productive. On a écrit un papier dans Le Monde avec des collègues il n'y a pas longtemps pour dire ça et souhaiter ça. Les organes sur puce, ça mime une fonction physiologique. Et la dissection éthique est fondamentale, je vous l'ai dit, entre ce que je contrôle complètement, je fais une hypothèse, je vais designer une expérience pour attendre un résultat. Si le résultat il dépasse ce que j'ai designé, ça pose des problèmes éthiques spécifiques qui sont à prendre en compte, les mêmes que pour l'IA. Et puis enfin, le plus intéressant, je finirai là-dessus, récemment, en 2019, il y a ce papier qui est sorti avec des organoïdes, justement, qui ont dépassé l'hypothèse au début. Donc, c'est des organoïdes cérébraux qui avaient des ondes cérébrales équivalentes à celles d'un bébé prématuré de 6 mois. Alors, ça pose des questions éthiques particulières. Vous allez me dire, les méduses aussi, elles ont des signaux électriques, mais là, c'est du cerveau. Donc, ça pose des questions particulières, notamment sur les capacités émotionnelles ou psychologiques de ces objets en 3D qui ont des signaux électriques. Est-ce qu'elles sentent la douleur? Est-ce qu'ils sentent la douleur? Est-ce qu'ils ont de la mémoire? Est-ce qu'ils ont de la conscience de soi? Tout ça ne peut pas être exclu et je vais finir là-dessus en vous remerciant beaucoup pour votre attention. Un grand merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Ah, une question par là. Xavier, merci beaucoup pour cette très belle conférence. Juste une question par rapport aux tranches de tissu, enfin, à la culture de tranches de tissu qui paraît beaucoup plus simple par rapport aux tumoroïdes. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre, et notamment en recherche en cancérologie? Est-ce que tu penses que c'est plus les tumoroïdes qui nous apporteront des informations, ou est-ce que les deux sont complémentaires finalement? Je pense que ça peut être complémentaire, surtout si on arrive à les vasculariser, les tranches de tissu. On n'a pas testé encore, mais a priori, je pense qu'on devrait pouvoir faire de la même façon sur une puce. Tu vois, donc, c'est assez souple, sphéroïde, tumoroïde, organoïde et explant cellulaire. En revanche, l'intérêt de l'organoïde, c'est qu'on peut les passer, les congeler, les garder 7-8 mois. Il y a beaucoup de biobanques aujourd'hui dans le monde qui se font partout en Europe, en France aussi, au CRCM à Marseille, à Caen, à Grenoble pas encore, bien qu'avec Gaël, on commence à essayer de faire ça. Donc on peut les conserver, les passer. Passer, ça veut dire changer le milieu et faire beaucoup plus de choses. Avec l'esplant, une fois qu'il est fini, il est fini. Et puis, ce que j'évoquais, on n'y est pas complètement encore, mais avec l'organoïde, je pense qu'on va pouvoir faire des organoïdes clonaux.
et voir une distribution de phénotypes entre des tumorides même agressifs qui représentent la métastase, qui dépassent les objets, enfin les gels dans lesquels on met. Tout ça avec l'explant, c'est pas envisageable. Mais il y a d'autres aspects complémentaires. Je pense qu'il est plus proche de la réalité primaire, de la tumeur primaire, l'explant, que l'organoïde qui peut dériver génétiquement, je pense, à long terme. Il y a une autre question. Voilà. Bonsoir, merci Xavier pour cette présentation. Gaël Roth, justement, de Grenoble. C'est vrai qu'on essaie de développer ça dans le pancréas. Est-ce que tu peux nous dire un mot des perspectives et des modèles déjà existants sur le fait de mettre plusieurs types cellulaires? Parce que, par exemple, dans le pancréas, on a énormément de stroma. Donc il y a des cancers associés de fibroblastes, et si on va mettre en culture, ils vont prendre le lead et on n'aura plus trop de cellules d'adénocarcinome. Et donc finalement dans les tumoroïdes, mais corrige-moi si je me trompe, on a souvent plutôt que le type d'adénocarcinome qu'on va sélectionner, donc on n'a plus cette hétérogénéité cellulaire et on n'a plus non plus l'environnement immunitaire, etc. Est-ce qu'il y a des modèles plus complexes en cours de conception pour mieux représenter la situation tumorale? Mais complètement. Merci pour cette question. Ça me permet de compléter ça. Donc, aujourd'hui, le standard en termes d'hydrogel, c'est ce qu'on appelle le matrigel. En fait, c'est un ostéosarcome de souris. Donc, en termes de... Je parlais d'alternative à l'expérimentation animale. Pour être complètement objectif, beaucoup de gens font des organoïdes avec du matrigel qui vient de... Pour faire un millilitre de matrigel, il doit falloir induire des ostéosarcomes chez la souris qui font la taille de la souris. En gros, tuer les souris, décellulariser l'ostéosarcome, récupérer ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, c'est un contenu de protéines qui nous sert à faire pousser les organoïdes. Donc nous et d'autres, on essaye vraiment de ressembler au stroma cellulaire humain. Donc on fait des matrigels humains, pas en induisant des ostéosarcomes chez l'humain, mais en prenant du tissu adipeux qu'on décellularise et on en fait une matrice extracellulaire qui marche pratiquement aussi bien. Et ensuite, on peut complexifier, ajouter des macrophages, ajouter des fibros, on fait beaucoup ça, ajouter de la vascularisation, et essayer de s'approcher de plus en plus de la réalité physiologique du tissu humain, puisque vous savez que depuis longtemps, on travaille sur la souris ou sur autre chose. Donc oui, il y a beaucoup cette tendance-là. Et puis un dernier truc... On va vers ce qu'on appelle les assembloïdes, c'est-à-dire on prend des organoïdes différents qu'on a générés dans des tubes et on les fait fusionner. Alors ça, c'est encore... Déjà, voir des cellules souches qui s'agglomèrent entre elles, moi, ça me fascine, je ne m'en lasserai jamais. Mais voir des organoïdes qui fusionnent entre eux, qui viennent s'interpénétrer... Enfin, je ne veux pas être dégueulasse non plus, mais c'est vraiment fascinant et ça nous fait des objets qui sont de plus en plus complexes. Et avec les puces, en plus, on peut faire une chambre d'organoïdes cardiaques et puis une chambre d'organoïdes de foie et faire du métabolisme des médicaments via le foie pour voir comment ça agit sur le cardiaque. Voilà, on est au bord de ces développements-là où on va complexifier de plus en plus pour essayer de mieux représenter la réalité de la physiologie humaine. Il faut bien les enfermer, ces assembloïdes. Pardon ? Il faut bien les enfermer. Oui. Oui, parce qu'ils ont tendance à fusionner. Ouais. Ce sera peut-être le mot de la fin. Merci beaucoup en tout cas pour votre présentation. Plaisir. Merci à vous. Merci à tous les orateurs pour avoir tenu les délais et à table. Bon appétit à tout le monde. On se retrouve, j'imagine, à 21h15 pour les ateliers de spécialité.